travaux concernent essentiellement la façon dont la guerre et les violences, y compris la entente paix, perturbent, bousculent les relations entre femmes et hommes. J'utilise volontairement cette expression parce que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, le terme de genre apparaissait à peine. On parlait évidemment d'histoire des femmes, mais à l'époque, je me plaçais plus dans une histoire de la guerre qui questionnait la place des femmes et des hommes plus que dans une histoire des femmes à proprement parler. Et donc voilà, mes travaux concernent ça, mais il est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, parce que j'ai participé à un projet qui s'appelait « Écrire une histoire nouvelle de l'Europe », dont une des contributions est une encyclopédie en ligne pour laquelle j'ai écrit un certain nombre de notices, mais surtout nous avons fait ensemble près de, que je ne dise pas de bêtises, plus d'une centaine, 150 notices qui permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé à l'échelle du continent européen du point de vue du genre, une thématique genre et Europe, aussi bien du point de vue de l'histoire des guerres, mais aussi des mouvements sociaux, du corps, du droit. Donc c'est quelque chose de très très riche que j'ai fait, enfin nous avons fait ensemble avec Françoise Thébault, il y a eu Yannick Ripa aussi, là je vais oublier des noms donc je vais m'en vouloir, mais bon, nous étions une dizaine, il y a eu bien sûr Julie Legac, Delphine Diaz, Anne Jussaume, Isabelle Matamoros, Élodie Cernard, enfin voilà, beaucoup de jeunes collègues également qui ont travaillé sur ce projet. Et c'est vrai que ça c'est un outil assez remarquable, accessible librement, hein, sur l'encyclopédie EHNE et toutes les notices liées à genre et Europe. C'est une partie seulement de l'encyclopédie, et c'est vrai que mes travaux depuis une dizaine d'années ne sont pas forcément toujours explicitement en histoire des femmes et du genre, mais j'ai envie de dire, quoi que je fasse, j'intègre évidemment cette approche parce qu'elle est fondamentale pour moi depuis maintenant longtemps. Donc j'ai aussi co-dirigé deux ouvrages qui sont des outils qui concernent l'Europe tous les deux, l'Europe des femmes, avec Julie Legac, mais également Dominique Picot, Mélanie Traversier. Nous avions voulu faire une anthologie qui n'existait pas à l'échelle de l'Europe de textes qui concernent la situation des femmes en Europe du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Et là aussi, dans différents domaines. La particularité, c'était qu'on voulait que ce texte soit en langue originale, avec sa traduction en une page. Je pourrais prendre un exemple lié à l'actualité auquel je tiens, un texte en allemand d'Adélaïde Popp sur la jeunesse d'une ouvrière. Le texte en allemand, sa traduction, et puis 2 pages, pas de commentaires, mais de mise en contexte, qui permet de mieux comprendre voilà, de quoi il est question. Dans ce texte-là, il est question de harcèlement au travail, mais ce n'est pas un texte qui date d'il y a 15 jours ou d'il y a 1 an, mais qui date, je peux peut-être en lire un petit extrait, un texte qui date de 1909 en Autriche. Adélaïde Popp est une jeune ouvrière, elle écrira plus tard, quand elle sera rentrée dans le Parti social-démocrate autrichien, et elle sera même députée, cette histoire, la jeunesse d'une ouvrière, et elle raconte ce que c'est la vie d'une jeune ouvrière en 1909 en Autriche, et ce qu'elle dit là pour l'Autriche est valable dans bien des pays d'Europe industrialisée. Plus d'une ouvrière a connu le malheur qu'un de ses supérieurs jette son dévolu sur elle, si elle ne répondait pas à ses avances. Il changeait brusquement de comportement. Elle ne faisait plus rien de bien, n'avait pas d'avancement, ni d'augmentation de salaire. En échange, elle ne récoltait que des remontrances. On la menaçait de licenciement, et ainsi la pauvre fille qui se sentait traquée, n'en pouvant plus, finissait par s'en aller elle-même. Il y avait des rumeurs qui couraient à propos de celle à qui c'était arrivé. De l'une à l'autre, on chuchotait qu'on l'avait vue dans certaines rues avec des habits trop voyants, ou bien se pencher à sa fenêtre pour aguicher les hommes. C'est toujours à la fille qu'on préférait jeter la pierre. Cela m'indignait. Voilà, Adélaïde Popp écrit ça en 1909, c'est un moyen de montrer à travers l'histoire que des questions pour lesquelles on cherche des réponses aujourd'hui, discute, et c'est une très bonne chose, je crois que depuis 5 ans, avec le hashtag MeToo, beaucoup de choses ont pu changer, ne sont néanmoins pas uniquement
d'aujourd'hui, et qu'avant le hashtag MeToo, il y avait bien d'autres manières, dont celui-là, de protester, de dire ce qu'il en était de la condition des femmes en entreprise et du harcèlement sexuel. Elle n'utilise évidemment pas ce mot-là, mais ici dans un contexte du travail. Donc ça c'est un des nombreux exemples de cette anthologie, mais il y en a d'autres, hein, ça va de Fifi Brin d'Acier, texte suédois qui date d'après-guerre, en suédois c'est Pippi Longstrump, de cette jeune fille qui est complètement indépendante, hein, héroïne, une des premières héroïnes finalement, non pas de la littérature, mais héroïne où il n'y a pas une morale qui vient à la fois sanctionner ses excès. Elle a sa maison à elle, et ça nous fait penser à Virginia Woolf et sa chambre à soi, hein, son cheval, son singe, elle n'a plus de parents et elle en fait absolument ce qu'elle veut tout au long de la journée. Donc il y a un extrait de Fifi Brin d'Acier, donc la littérature pour enfants, des textes plus normatifs, enfin voilà, une grande variété de textes, mais chaque fois qui montre combien ces moments-là ont une dimension européenne, c'est-à-dire ne restent pas simplement confinés à leur pays, on vient de voir pour le harcèlement, mais pour la littérature pour enfants, la place des filles dans cette littérature est évidemment très importante. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une morale, ne t'écarte pas de ton chemin à la fin, c'est le petit chaperon rouge, ou au contraire, une sorte de récit qui en fait une véritable héroïne par son indépendance, ce qui, dans l'immédiat après-guerre, est quelque chose de plutôt nouveau. Donc voilà, ça c'est un outil qu'on avait fait avec Mnemosyne, hein, c'était coédité par l'association Mnemosyne, l'association pour l'histoire des femmes et du genre. Et donc c'est un outil, parmi d'autres, aussi pour les enseignants, parce qu'on est bien conscient qu'il n'est pas toujours simple d'enseigner l'histoire des femmes et du genre au collège, au lycée. Et, il était parfois plus simple du point de vue des instructions. Depuis quelques années, malheureusement, ça devient plus difficile. Du point de vue du programme, ça devient plus simple du point de vue des outils qui sont à la disposition de nos collègues du secondaire. En voici un. Il y en avait un autre qui est aussi souvent connu dans les lycées et les collèges, qui se trouve dans les CDI. C'est la place des femmes dans l'histoire, qui est un manuel d'histoire mixte. Et puis, sur le site de Mnemosyne, on peut trouver actuellement des podcasts qui sont aussi dans un temps relativement court, qui donnent des informations essentielles et puis des éléments pour enseigner, pour faire surtout que les femmes ne redisparaissent pas des programmes et d'enseignement de l'histoire dans le secondaire. Donc voilà, une situation un peu contradictoire, de certains côtés, des programmes qui ont clairement fait disparaître en grande partie les femmes, en tout cas dans une approche sociale, et à l'inverse des outils qui sont là, mais dont le rôle du magazine 50-50 pour l'égalité ou de l'association Mnemosyne est de les faire connaître le plus largement possible. Donc voilà, je parlais de l'Europe, et puis alors un autre ouvrage que j'ai aussi co-dirigé plus récemment avec Sonia Bledniak et Isabelle Matamoros, Chronique de l'Europe. Alors, celui-ci, à voir le titre, n'est pas un ouvrage, une chronologie spécifique en histoire des femmes et du genre. Hein. Il n'en a pas la prétention, il ne le dit pas. Par contre, dans l'équipe qui a participé à cet ouvrage, hein, nous étions une dizaine, certains n'intègrent pas le genre dans leur approche et dans leurs travaux, ou vraiment de manière très marginale. D'autres, dont moi, l'utilisons beaucoup plus fréquemment. Ça ne nous a pas empêché de travailler ensemble et de faire de ces chroniques certaines qui sont évidemment plus intéressées à la place des femmes en Europe. J'en prendrai deux parmi toutes celles-là. La première, c'était une longue discussion, savoir par quoi on commençait. En fait, il s'agissait de faire une sorte de chronologie décalée, de montrer que l'histoire de l'Europe, quand on attaque ces chapitres dans le secondaire, on pousse un peu un soupir, on se dit « oh là là, qu'est-ce qu'on va raconter, la construction européenne, les institutions européennes ?» Ça paraît un peu lourd, un peu institutionnel, pour dire les choses clairement un peu ennuyeux, hein, comme cours. Et donc, que ce soit pour les enseignants ou pour les élèves, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est pas forcément le plus agréable à préparer. On a voulu, justement, dans le prolongement de l'encyclopédie dont je parlais, faire une chronologie décalée, c'est-à-dire prendre l'outil le plus classique en histoire, la chronologie, mais pas pour apprendre par cœur, au contraire, pour raconter autre chose. C'est-à-dire autour de ces
dates, de ces événements, montrer que certains d'entre eux ont vraiment une résonance européenne. Un événement européen, ce n'est pas simplement qu'il a lieu en Europe. Hein. Nous, on s'intéresse au transnational. Qu'est-ce qui fait résonance? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une circulation qui va se faire sur les questions de genre et sur les autres questions? Nous avons beaucoup d'autres questions qui n'intègrent pas cette problématique de genre. Mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait vraiment cette dimension continentale, hein, qui traverse les frontières et qui petit à petit va façonner, va faire ce qu'est devenue l'Europe aujourd'hui. Sans se poser, ou plutôt sans fixer des frontières particulièrement claires, parce qu'en fait, on le voit bien, et c'est ce que nous montrons aussi, après d'autres, qu'elles n'existent pas, hein, qu'une frontière c'est fluctuant, ça change au moment, selon la période. Et donc ces chroniques commencent en 1415, je vais y venir tout de suite, 1405, pardon, par un texte devenu célèbre, La Cité des Dames de Christine de Pisan. Alors je dis devenu célèbre parce qu'il a été célèbre en son temps, au début du XVe siècle. Il a été célèbre pour dire que c'était une sorte de best-seller. 27 copies manuscrites demeurent aujourd'hui. L'imprimerie n'existe pas, donc 27 copies manuscrites, c'est d'une certaine manière considérable quand on imagine le temps, sachant que certaines ont probablement disparu. Et Christine de Pisan est vénitienne, elle écrit ce texte en français de l'époque, et ce texte circule dans les cours d'Europe. Hein. Donc il y a vraiment une résonance à travers les cours européennes, parmi les lettrés bien entendu. Hein. Nous sommes au début du XVe siècle. Et on avait envie de prendre ce texte parce que La Cité des Dames, c'est un texte bâtisseuse. Elles veulent construire une société où justement la discrimination envers les femmes n'existe plus, où le fait que les femmes ne puissent pas apprendre ne se fasse plus. 1405 nous sommes. Hein. Donc là aussi, ce n'est pas une idée neuve. On ne parle pas de féminisme, bien entendu, à l'époque, ce serait un anachronisme, mais simplement c'est le début de ce qu'on appelle un peu la querelle des femmes, c'est-à-dire quelle doit être la place des femmes dans nos sociétés. Et Christine de Pisan fait cet ouvrage, qui ensuite disparaît dans l'oubli, on n'y pense plus, va réapparaître brièvement au XIXe siècle, mais plutôt là, dans une vision misogyne, en disant ces femmes écrivent n'importe quoi, elles ne savent pas quoi écrire, et ça fait longtemps, et à l'inverse, redevient et redécouverte à partir des années 70 du mouvement féministe et avec la valeur qu'il a de cette volonté de construire une cité. Et nous voulions, en faisant un livre, non pas construire une cité, mais faire œuvre commune aussi, et on trouvait que c'était une belle date pour commencer, même si on ne dit pas qu'elle commence l'histoire de l'Europe, hein, pas plus qu'il y a des limites strictes des frontières, il est difficile d'envisager une borne chronologique précise. Voilà, donc chaque fois, là aussi, d'un côté, un texte assez court, hein, 4000 caractères à peu près, qui non seulement dit ce qui s'est passé en 1405, ici l'édition de l'ouvrage La Cité des Dames, mais au-delà montre cette résonance au niveau européen. Et puis en face, des documents qui ne sont pas des illustrations, qui sont des documents qui permettent de prolonger encore cette dimension transnationale. Ici, alors nous avons mis une enluminure, bon là on n'a pas résisté, hein, qui vient de la Bibliothèque nationale, La Cité des Dames, où on voit ces dames justement en train de bâtir, je ne sais pas si la mise au point se fait automatiquement, formidable, vive la technique, en train de bâtir, mais en dessous un texte très différent sur le commentaire par un journaliste, auteur littéraire, Marcel Prévost, dans Le Figaro en 1909, sur le fait que Selma Lagerlöf, une autre autrice suédoise, en 1909, obtienne le prix Nobel de littérature. Et tout un discours, ce n'est pas un article critique, hein, c'est un article qui, là, reconnaît tout à fait la valeur littéraire de Selma Lagerlöf, donc il n'est pas, comme on a pu entendre ces dernières semaines, à propos d'Annie Ernaux, des choses assez épouvantables, hein, et une aigreur à l'occasion du prix Nobel qu'elle a obtenu à son tour, hein, 1909, 2022. Voilà deux femmes, hein, l'une au début du XXe et puis Annie Ernaux cette année. Alors au-delà justement des félicitations, du plaisir, de la joie qu'on a pu avoir au moment du prix Nobel d'Annie Ernaux, on a malheureusement pu lire aussi des choses qui montre cette aigreur,
la dimension quasiment insupportable pour certains hommes de voir une femme récompensée encore en 2022. Là, on est en 1909 et au contraire, ce texte, c'est là aussi une sorte de contre-pied, montre qu'on pouvait aussi se féliciter en 1909 qu'une femme ait le prix Nobel de littérature. Et l'autre spécificité de cet ouvrage, je le décortique un peu peut-être longuement, mais c'est évidemment pour donner envie à ceux qui vont nous écouter et nous regarder de le voir, chaque fois une petite chronologie propre à cet événement. C'est un moyen de montrer qu'un événement, ce n'est pas simplement une date, un jour qu'on doit apprendre, mais qu'il a sa propre temporalité. Et ici, on indiquait par exemple, voilà, cette petite chronologie se termine avec le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Christine de Pisan, Simone de Beauvoir, évidemment ce sont deux ouvrages qui, par bien des aspects, n'ont rien à voir, mais qui, l'un comme l'autre, participent à cette querelle des femmes et à cette discussion sur quelle est la place des femmes dans nos sociétés. Alors il y a 125 dates, je ne vais pas les faire toutes, je vous rassure, on en aurait pour longtemps. Mais voilà, une autre plus récente, et là aussi en lien avec l'actualité, qui concerne également l'histoire des femmes et du genre. 2011, c'est la Convention d'Istanbul contre les violences à l'égard des femmes. Alors il y a eu depuis 1975, l'année internationale des femmes, plusieurs textes importants. Mais celui-là avait vraiment une dimension qui nous semblait, qu'on voulait faire remarquer à l'échelle européenne, c'est qu'elle a été quasiment signée par tous les pays du Conseil de l'Europe, à l'exception d'un seul, la Russie. Et depuis, la Turquie s'en est retirée. Et la question est posée dans d'autres pays comme la Hongrie et la Pologne. C'est-à-dire qu'on voit qu'une avancée, 2011, 10 ans après, reste fragile. On a voulu bien sûr expliquer l'importance de cette convention, en particulier dans la partie plus à l'est de l'Europe, où un certain nombre de droits qui, jusqu'à la fin du communisme dans ces pays-là, garantissaient un certain nombre de droits aux femmes, ont pu disparaître petit à petit par la suite. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient toujours appliqués avant, mais ils étaient dans le droit, ils ont pu disparaître. Et bien dans ces pays-là, les mouvements féministes ont pu s'appuyer sur ces textes importants pour reconquérir des droits qui avaient été provisoirement perdus ou qui sont encore provisoirement perdus ou menacés. C'est-à-dire que là, l'Europe est vraiment un point d'appui aussi pour faire avancer les droits des femmes. Et encore une fois, les documents en face, cette affiche polonaise qui évoque la question des violences conjugales envers les femmes dans le cadre du Covid. On l'a senti aussi en France, le confinement créait des situations qui risquaient, et les premiers signes le montraient, d'accroître les violences intrafamiliales, et en particulier les violences envers les femmes. Et donc voilà une affiche polonaise à ce propos. Et puis un autre texte bien plus ancien, La bête humaine de Zola, et la description de ce personnage qui est une sorte de bête masculine, comme on... Toujours pareil, la petite chronologie en bas, qui ici, je reprends... démarre en 1842 avec l'abolition définitive du droit de punir sa femme en Norvège. Donc, inscrire ce moment dans un temps plus long, plus élastique, et c'est ce qu'on a fait pour les 125 notices des chroniques de l'Europe.